Bonjour, alors cet épisode va être un tout petit peu spécial au niveau du son parce que on a eu un petit souci et en fait on m'entend pas beaucoup parler par moment, donc Super Alex va faire un montage, mais si le son est un peu moins bon quand je parle, c'est seulement parce qu'en fait en vrai ils m'aiment pas. Et voilà, donc c'est de leur faute. Mais ne vous inquiétez pas, on m'entendra quand même à peu près et on va faire des efforts et le son sera meilleur pour les prochains épisodes. Voilà, bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans Amsplaining, le nouveau podcast sur Hamilton consacré à 200% à Peggy Skyler, mon personnage préféré. Non, c'est pas vrai, c'est juste qu'on m'a obligé à faire l'intro et du coup j'ai eu envie de le placer. Aujourd'hui, on vous parle de la suite. On vous a déjà parlé de la première chanson. Si vous n'avez pas encore écouté, n'hésitez pas à aller l'écouter. C'est un petit peu long, mais c'est très intéressant parce qu'on est vraiment des gens passionnants. Du coup, là, on va vous parler de Aaron Burser, de My Shot et de The Story of Tonight qui se suivent. Est-ce qu'on se représente? Non, c'est peut-être pas la peine. Maintenant, vous savez. Moi, c'est Sofiane. C'est Alexandre. Bon, bah voilà, moi, c'est Laure. Alexandre? Hamilton. Comme Hamilton? Eh oui. Mais j'avais même pas fait le rapprochement. C'est ouf. Qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? Intro. Alors, Aaron Bunn... On va la refaire. Non, on la refait pas. Aaron Bunn... À partir d'aujourd'hui, on l'appelle Aaron Bunn. Ça rime. Alors, Aaron Bunsen... Déjà, j'adore toutes les rimes qu'il y a avec Aaron Burr. Ouais. Il y en a des tonnes, Ouais. mais vraiment, il s'amuse avec Aaron Burr, j'ai l'impression. Oui, d'ailleurs, Lin-Manuel a fait tout un carnet avec des rimes avec Aaron Burr et aucun avec Alexander Hamilton. C'est drôle, hein, ouais. Pour le coup, il a prévu des rimes avec Aaron Burr et pas du tout avec Alexander. D'ailleurs, j'ai le livre sous les yeux, j'ai Hamilton The Revolution sous les yeux, et il y a une petite note à côté de Aaron Burr où Lin-Manuel Miranda a écrit « Je connais tous les mots qui riment avec Burr, c'est une longue liste. J'ai essayé de toutes les utiliser dans le spectacle. Les mots qui riment avec Hamilton est une liste inexistante. » Voilà. C'est plus facile en même temps. Hamilton, ça doit être beaucoup plus simple que de trouver Burr. Ouais. Voilà, mais ça me fait vraiment rire d'essayer d'imaginer Lin-Manuel Miranda avec une petite liste et... Attends, il sortait la liste. Celui-là, on l'a pas mis. Il est tout le temps en train d'écrire apparemment. Ouais, oui, C'est un truc. Il paraît que si tu le vois dans la rue et qu'il a de la musique dans les oreilles, il faut absolument pas lui parler. C'est le truc, quoi. Donc Aaron Burr, qui est un personnage fascinant entre nous. Antagoniste. Ouais, antagoniste, même si on sympathise avec par moments vis-à-vis de sa fille, vis-à-vis du fait qu'ils savent pas forcément s'engager en politique, etc., qu'il a le cul entre deux chaises. C'est ça. Mais surtout vis-à-vis du fait, enfin, ce que je crois que c'est même Lynn l'a dit, c'est que tout le monde peut s'identifier à la chanson Wait for It où il dit j'attends, c'est mon tour va venir et tout. On s'est tous dit au moins une fois et moi je me souviens, c'est une des premières chansons que j'ai écoutées, celle-là aussi, et c'est la première qui m'a vraiment frappée, où je me suis dit, mais bon, musicalement c'est splendide, mais vraiment les paroles, je pouvais presque m'identifier vraiment. Je me disais, C'est un peu quand même, c'est Aaron Burr, mais enfin, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. C'est un peu comme l'hymne des Le Pen aussi. Ils attendent. Ils attendent les élections. Ils attendent les élections. On est à deux doigts d'être vraiment très mal à l'aise. Donc Aaron Burr est un petit peu le Le Pen de l'époque. Non, Aaron Burr, c'est le Trump. Entre eux. Oh. Parce qu'on parle... Vachement plus intelligent. Hein. Oui, mais on parle beaucoup du parallèle entre Hillary Trump et Hamilton Burr. Ouais. Le fait que donc... techniquement parlant, comme il était immigrant, c'était une minorité, il était mal vu, donc comme Hillary peut être mal vu parce que c'est une femme. Ouais. Et Aaron Burr, c'était pas forcément un politicien, c'était plus un mec, un opportuniste. Ouais, mais question opportunisme, tu peux carrément mettre ça sur les épaules de Hillary aussi. Hein. Oui, mais différemment quand même. Oui, non. Mais, parce qu'Hamilton aussi est opportuniste. C'est clair. Mais je pense que avec Washington, la plus grande différence entre Burr et Trump, c'est que Burr était féministe.
Ah ouais Vous saviez, ouais. Ah oui, c'est vrai qu'il a élevé sa fille pour qu'elle sache vraiment tout faire à tous les niveaux, quoi. Et il y a on retrouve plein de sa correspondance où il écrivait à sa femme. Mhm. Il était un petit peu lunatique, c'est-à-dire que des fois il pouvait être vraiment très violent verbalement avec sa femme, mais il pouvait aussi lui dire, vraiment tu sentais dans son courrier qu'il la considérait comme son égal à la fois intellectuellement et humainement parlant, quoi. Mhm. Donc voilà, Humber était un des premiers. Il a pas aussi piqué la fortune d'une femme après? Si. Il a pas essayé d'envahir le Mexique aussi? Non, mais qu'est-ce qu'il a pas fait? J'adore à chaque fois que je pense à Aaron Burr de me dire, et après ça, il a essayé d'envahir le Mexique. Ce qui est très marrant, c'est qu'apparemment, dans toute la fin de sa vie, en fait, il se promenait et quand il parlait d'Hamilton, il le présentait, il disait mon ami Hamilton sur qui j'ai tiré. Ouais. Je trouve c'est génial. Mon ami, si tu l'as tué. Et apparemment, il montrait pas beaucoup, contrairement à la fin de la comédie musicale où il a l'air vachement touché par la mort d'Hamilton. No, I'm the villain in your history. Maintenant, je suis le vilain dans votre histoire. On est forcé par le CSA de traduire. Non, on s'est fait taper sur les doigts sur le dernier podcast. Et donc, si vous nous écoutez, non, je rigole. Vous faites des bisous. Et donc, ouais, c'est. Alors, niveau musical, pour le coup, pour Aaron Burr, Aaron Burr, ça tu pourrais plus nous en parler, c'est vraiment R&B à fond. Ouais, Aaron Burr, R&B, un peu musical, enfin dance. Il y a même des inspirations un peu, c'est dans Wait for It, qui a limite des inspirations un peu reggae par moment aussi. Ah ouais. Enfin plus raga, plus dance, reggae dance quoi, pas Bob Marley quoi. Mais ouais, Aaron Burr, presque toutes ses chansons ont quand même et c'est vrai qu'il est là pour donner envie de danser, bizarrement, Aaron Burr. Toutes ses chansons donnent envie de danser. Hein. Et je crois qu'il danse qu'à partir de The Room Where It Happened. Je crois que c'est la première fois qu'il danse vraiment. Je crois que c'est parce qu'on dirait qu'il est en retenue pendant toute la comédie musicale. Lui, il danse pas, il bouge pas, oui. Il est presque tout le temps au même endroit, en bas, presque tout le temps. Et c'est que à partir de là qu'il se met à faire la danse thriller, à sauter de la table avec il retire le truc, ce qui devait être super difficile à faire 2 fois par jour, j'imagine. C'est bien, on peut prendre une seconde pour saluer le travail du chorégraphe Andy Blankenbuehler qui est pareil un génie. Oui, parce qu'on a tous vu Hamilton. Hein. Et non, enfin voilà, c'est vraiment un chorégraphe génial et où j'ai vu une interview de lui où vraiment il a cherché à illustrer ce qu'il dit, qu'il disait que c'était. Enfin, après, c'est toi le spécialiste de la comédie musicale, Alex, et on compte plutôt sur toi pour dire si c'est vrai ou pas, mais apparemment, c'est pas forcément typique de la comédie musicale d'illustrer les mots avec des gestes. Tous les mots à ce point-là, c'est très rare. C'est très rare. Parce que lui, il a vraiment cherché, il trouvait que il disait le texte est tellement profond, tellement intéressant qu'on peut pas passer à côté et juste faire des mains de jazzy dans le fond, c'est pas possible. Quoi. Non, et le truc qui est intéressant surtout, c'est ça tourne. Le plateau tournant, non, ça c'est pas rare pour ça c'est David Corins, le monsieur qui a fait le design. C'est tellement bien fait, franchement. Mais c'est pour avoir vu le bootleg, c'est franchement. On a le droit de dire ça dans le podcast. On a le droit. D'accord. Il va pas écouter. Non, pour le coup, le plateau tournant en comédie musicale, c'est très courant. Par exemple, la dernière fois, je suis allé voir Les Misérables à Londres. Et effectivement, le plateau tournant, il l'utilise à foison, même dans toute comédie musicale. Hein, je prends Les Misérables comme exemple. Il y a pareil un plateau tournant dans Le Roi Lion que j'ai vu sur Broadway, c'était pas mal. Il y a un plateau tournant et puis il y a des escaliers en fait qui sortent de scène et qui montent et tout. Enfin, le set du Roi Lion est magnifique. Je sais pas ce qu'il en était à Mogador, mais. À Mogador, j'ai pas vu Le Roi Lion, mais j'ai vu La Belle et la Bête. Pareil, c'était un plateau tournant. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Non, ça j'utilise souvent le plateau tournant. C'est quasiment la base en fait des théâtres de musical. Mais là, il l'utilise d'une manière dans la chanson. C'est Satisfied, je crois. Oui, où il y a le rewind, et ça c'est vraiment super bien fait quand mais ça on y reviendra, mais la question du temps dans toute la comédie musicale et dans la vie d'Alexander Hamilton elle est très intéressante. Et en tant que personne qui écrit un mémoire dessus, je peux vous dire que il va y avoir une très très grande partie de mémoire qui va être consacrée à ça.
Donc, fait j'aurais un peu avancé dans ma recherche. Donc, revenez dans les prochains épisodes pour entendre parler de... Non, on est en train de parler d'Aaron Burr et ce serait bien que... Oui, Aaron Burr et Hamilton qui se rencontrent et qui sont assez amicaux en se rencontrant. Hein. Il y a même Amateur Service, le premier truc qu'il lui dit, ce qui est assez drôle quand même. Je me permets de préciser que 1776... donc 1776 n'est pas la vraie date à laquelle ils se sont rencontrés, parce que là on vous dit qu'en 76 Hamilton il cherche à s'inscrire à l'université, alors qu'en fait il s'y est inscrit en 73. Je comprends que tout le monde s'en foute, mais en tant que personne qui aime bien l'histoire, j'étais pas contente. Et en fait non, c'est pas ça, c'est que je comprends pas. Mais je sais pas pourquoi est-ce qu'il a pas dit 13. Pourquoi il a choisi 16 ? C'est plus pas pour se rapprocher de la guerre ? C'est probablement pour se rapprocher de la guerre. Je pense que ça doit être pour une histoire de condensation. Ouais, je pense qu'il voulait que le sujet de la guerre arrive direct. Oui. Je pense que c'est ça. Ouais. Pour le coup, au niveau musical, on remarque dans le morceau, quand Hamilton chante, c'est la musique derrière, elle est là, elle est bien là, on l'entend bien. Par contre, dès que Burr répond, on remarque que niveau musical, il y a quasiment plus grand chose en fait. Ouais. Entre Hamilton et Burr, c'est là qu'on remarque que Burr est déjà en retrait par rapport à Hamilton. Que lui, il attend et regarde ce qui se passe. Ce qui d'ailleurs, au niveau de la guerre, Aaron Burr, il était limite plus actif que Hamilton. Mais ça, en fait, il était plus actif, c'était pas par choix de la part de Hamilton. Hamilton, il a toujours eu envie de se battre. Il a pas arrêté de solliciter Washington, mais il était secrétaire de Washington. Mais Aaron Burr était assez révolutionnaire quand même. Oui. Il a été médaillé. Ouais, il était. Les deux, ils se sont... Alors que quand on regarde, c'est un peu plus tard quand il rencontre toute l'équipe, ils arrivent justement quand ils rencontrent Lawrence et compagnie, je trouve que Lynn donne l'impression que Aaron Burr est limite contre la guerre, qu'il veut pas se battre, qu'il a peur. Qui disent les gars, prenez votre temps, calmez-vous, machin, c'est bon, on va se prendre une balle si on continue à dire des conneries. Ouais. Et alors que historiquement, ça aurait été le premier à être dans le groupe et à boire avec eux. C'est clair. Je crois qu'en fait c'était de toute façon c'est pas il s'en cache pas que l'histoire elle est quand même un petit peu romancée. Je pense que c'est au niveau de la présentation du personnage, on est au tout début de la comédie musicale et il faut qu'on ait tout de suite une image claire de Aaron Burr. Même si c'était un personnage qui était tout sauf clair, mais qu'on comprenne que c'était quelqu'un qui avait plus tendance à être dans la retenue. Ouais. Et je pense que si on l'avait vu dans la deuxième chanson tout de suite dire allez on va se battre, et que dans la chanson d'après non en fait écoutez les spectateurs non bien sûr mais en fait. C'est un choix c'est un choix, mais c'est intéressant, c'est vraiment intéressant. Alors moi j'ai un petit fun fact aussi où quand Hamilton apprend que Aaron Burr est orphelin, il lui dit ah oui moi aussi je suis orphelin, et il lui dit God I wish there was a war then we could prove that we're worth more than anyone bargained for. Donc il lui dit j'aimerais qu'il y ait une guerre, comme ça on pourrait prouver qu'on vaut mieux que machin. Et donc c'est dans une vraie lettre qu'il a écrite à un ami où il lui dit I shall conclude by saying I wish there was a war. Et là il avait 17 ans je crois. Il avait 17 ans. Ouais. Quand il a écrit ça, j'aimerais qu'il y ait une guerre. Ouais. D'accord, écoute très bien. Merci. Je sais pas, tu tombes sur ton fils ado qui écrit des trucs comme ça, tu réagis comment? Ensuite, donc on est à My Shot. Avant ça, il y a justement l'arrivée du fameux trio, du gang de la Tessie. Et même avant même l'arrivée du trio, il y a le premier exemple. Il y a ça qui est intéressant qui revient. Il y en a plein des trucs mais qui reviennent. Mais il y a surtout un truc, je sais pas si vous l'avez remarqué, moi ça m'a frappé quand je l'ai réécouté il y a quelques jours, où avant qu'il commence à parler, Aaron Burr dit à Hamilton « Fools who run their mouths off wind up dead ». Donc il lui dit « Ceux qui parlent trop finissent par mourir ». Quel est le personnage qui se met à parler tout de suite après? C'est John Lawrence, et c'est le seul personnage à mourir dans le premier acte. Et il y a aussi un truc, c'est que Aaron Burr, j'avais remarqué qu'il dit beaucoup de choses qui se produisent dans le futur. Voilà, c'est ça. Il y a un moment où Hamilton dit qu'il va mourir, ou qu'il a peur de mourir, ou qu'il a survécu, et il y a juste Aaron Burr qui dit wait for it. Où il y a plein de petits trucs comme ça, un peu. C'était le premier, donc je trouvais qu'il était intéressant à souligner. Où il dit ceux qui parlent trop finissent par mourir, et juste après c'est Lawrence qui parle, et c'est comme c'est les seuls à mourir dans le premier acte. Est-ce qu'on parle de Hamilton-Lawrence? On peut en parler de Hamilton parce qu'il y a de quoi dire sur Hamilton-Lawrence. Il y a carrément de quoi
quoi dire. Donc pour expliquer pour les non-historiens, Hamilton et Lawrence étaient les meilleurs amis du monde en gros, et ils s'envoyaient énormément de lettres, et quand on lit les lettres de nos jours, on peut penser qu'il y a une relation homosexuelle entre les deux, mais on peut pas savoir si est-ce que c'était l'amitié de l'époque qui était comme ça, ou... mais il y a quand même... Je pense personnellement qu'il y avait quelque chose. Alors, même les historiens ils sont pas d'accord. En fait, là, la biographie que je suis en train de lire, elle est écrite par Ron Chernow qui dit, honnêtement, on peut pas en être sûr et ça m'étonnerait vraiment. En fait, ce qu'il dit, d'après Ron Chernow, c'est que ce qui est sûr, c'est qu'il y a des lettres qui ont été brûlées, enfin qui ont disparu. Et il y a des choses qui ont été rayées du carnet. Bah, Eliza, voilà, en fait, il y a des choses qui ont été rayées de carnet, je crois, je sais plus si c'est d'Hamilton ou de Lawrence, par la descendance. Bah non, c'est d'Hamilton, du coup, par son fils, qui dit il faut pas qu'on sache ça sur mon père. Et donc, il a rayé des choses et il a écrit ça à côté. Il faut pas qu'on sache ça sur mon père. Donc, il avait clairement des choses à cacher. Parce que même dans certaines lettres, c'était bon, peut-être que j'ai trouvé les yeux noirs d'Eliza, mais ça remplacera jamais. Mais là, alors, tu te dis quand même, quoi. Donc, d'après Ron Chernow, en fait, c'est rien d'inhabituel. C'est-à-dire qu'à l'époque, no homo, c'était vraiment pas. Ils n'avaient rien à faire. C'était mon ami est magnifique, il est très beau. Et c'était pas du tout. J'aime bien, moi, ça me manque cette époque. C'est important. Moi, je suis à 200% pour. Exactement. Et donc, on peut pas en être sûr. On peut pas en être sûr à 100%, mais honnêtement... Bon, et on va pas parler de Lawrence pour dire que ça, parce que Lawrence, c'est quand même le mec qui était anti-esclavagisme à l'époque. À une époque où c'était pas un truc qui existait. Il a eu le premier Black Battalion, comme ils disent. Le premier bataillon d'esclaves. Il leur avait promis de leur rendre leur liberté après la guerre, d'ailleurs. Il est mort avant, le pauvre. Voilà, il avait vu avec Washington que que le moyen de peut-être rendre la liberté aux esclaves, ce serait on leur donne des armes. Et après la guerre, vu qu'ils nous ont rendu service, on leur rend leur liberté. Et, Washington avait des esclaves à l'époque, et après la guerre, il a rendu la liberté. Donc Washington l'a un peu écouté quand même, au moins personnellement. Quoi. Non, c'est sûr, c'est sûr. Contrairement à Jefferson, qui lui, au contraire, il en a peut-être acheté une centaine de plus, tu vois, genre, ah bah ça veut dire qu'il y en a des libres là, tu vois. Bon bah alors, on va aller faire son marché. Hamilton, lui, il était très d'accord, d'ailleurs c'était une des fondations, je crois, de l'amitié entre Lawrence et Hamilton. Mais surtout, ce qui fait que Hamilton il était particulièrement abolitionniste, c'est que lui, il a grandi dans les Caraïbes, où c'était incroyablement violent, et il a vu vraiment des esclaves vivre et mourir dans des conditions absolument atroces. Et lui, il était au milieu de ça, en fait, et il s'est dit, c'est pas possible qu'on puisse infliger des choses pareilles à des êtres humains. Et donc évidemment, pour des Américains, pour qui les esclaves, ils se contentaient de faire la cuisine et tout ça, c'était plus difficile à accepter. Lui, il voyait ce que faisaient les esclaves dans les Caraïbes, mais il disait, il faut vraiment qu'on arrête avec ça, quoi. Et donc très jeune, il était complètement contre l'esclavage. Moi, j'ai vécu 2 ans en Guadeloupe quand j'avais 10-11 ans, et c'était pendant les 150 ans de l'abolition. Et donc j'ai appris énormément par rapport à ça. Et surtout, j'ai vu aussi, c'était expliqué par les gens qui me disent on n'est pas né guadeloupéen, on s'est retrouvés, on a été mis ici. Tu vois. Et oui, c'était super, super intéressant. Et de se dire à quel point, même de nos jours, la Guadeloupe, la Martinique, c'est encore géré par les Blancs énormément. Et donc, ça m'a aussi, pareil. Et donc, c'est aussi pour ça que je me suis. À Hamilton, quand j'ai lu un peu sa vie, voir qu'il avait grandi dans les Caraïbes et tout, j'ai fait ah tiens, ça m'a intéressé parce que c'est pas un truc que beaucoup de gens que je croise me disent ouais moi j'ai vécu dans les Caraïbes. Il faut dire que s'il a vécu dans les Caraïbes, mais il a pas vécu parmi la population riche des Caraïbes. Il a vécu vraiment dans la galère. Enfin, il était pas dans la même galère que les esclaves, c'est sûr, mais il a quand même vécu dans la galère, donc il était d'autant moins à dire on est bien content d'avoir les esclaves. Lui, il faisait la traite littéralement, vu que c'est lui qui signait les papiers, il gérait le port en gros, je crois. Il avait une embarcation, je crois, qui faisait des allers-retours. À quel âge en plus il était super jeune? 14 ans. Ouais, 14 ans. Et ça, alors à une époque où les gens savaient à peine lire et écrire. Ouais. Enfin voilà, donc Aaron Burser, je pense que... Ouais. Et non, il y a l'introduction des différents personnages. Oui. Ah, yo. Ouais. D'ailleurs, à l'introduction de ces personnages, niveau musical encore, on oublie totalement la musique derrière, et c'est lequel déjà qui tape sur la table? C'est Lawrence.
Non, parce que c'est le premier à rapper, donc ça m'étonnerait qu'ils fassent les deux en même temps. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est tous en même temps. En fait, j'ai vraiment. Moi, je pense que c'est Hercules. Que c'est. Bah, moi, j'ai. Enfin. Il me semble que c'est un travail d'équipe, c'est-à-dire qu'il y en a. En regardant le. Ils sont tous à table. Ouais. Et par exemple, quand ils sont en train de trinquer, en fait. Et quand Aaron Burr dit You're gonna get shot, ouais. Il prend un shot à ce moment-là. Oui. En fait. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de. C'est la seule réaction après shot où c'est le seul à le dire. Enfin, on entend presque personne le dire. Shot, c'est comme si c'était d'un seul coup un peu genre. Ouais, c'est intéressant. Enfin, c'est vrai que musicalement c'est intéressant. Toute la musique à ce moment-là est produite par les acteurs qui sont sur scène. Totalement. Ouais, là ça passe en beatbox total, les trois qui débarquent, les trois branleurs, hein, qui débarquent comme ça, bourrés, yo yo yo. Il y en a un qui a un accent français, l'autre qui est Hercules Mulligan, qui est un personnage super intéressant. Mulligan qui dit quand même un truc absolument génial, et qui dit lock up your daughters and horses. Oui. Donc il dit cachez vos filles et vos chevaux. Donc je crois qu'il dit quelque chose à partir de là. C'est très difficile de pouvoir se débarrasser de trois paires de corsets, je crois. Il dit des trucs dans le genre aussi. Il parle du fait que c'est chiant d'enlever des corsets, ça me fait... Oui, c'est ça. Et non, voilà, Lin-Manuel Miranda, sur cette phrase-là, Lock up your daughters and horses, dit je sais pas ce que c'est qu'il a avec les chevaux, mais je trouvais que c'était marrant. Voilà. Hercules Mulligan, c'est un personnage intéressant parce que c'est le seul qui vient d'en bas, vraiment d'en bas. Ouais. Il était tailleur. Il est tailleur, c'est un mec qui est pas dans pas militaire, qui était juste vraiment tailleur et qui s'est fait entièrement par rapport à ça. Et en plus, il était même pas tailleur, il était assistant. Enfin, au départ, il était apprenti tailleur, apprenti, et en fait, il s'est servi de ça pour de vrai, pour être espion de George Washington. Il prenait les mesures, vraiment. Il le dit ça dans Yorktown. I take measure and smuggle it. Et donc on y reviendra quand on parlera de Yorktown, mais ouais. Il a la meilleure intro. L'arrivée d'Hercules Mulligan dans. En plus, c'est le premier truc quand je regardais les Tony Awards, c'est le premier truc. Enfin, quand lui il est arrivé, j'ai fait qu'est-ce que c'est ça? Mais je sais, le mec il a fait la meilleure intro au monde quoi. C'est clair. Il est génial, il est vraiment génial. Je crois qu'on va être obligé de faire un épisode entier sur My Shot. Ouais. Et du coup, on en est à combien là? Là, on en est à 20 minutes. Ouais, donc on va faire un épisode sur My Shot. Ouais. Et du coup, avant de passer à My Shot, une fois que les trois là ont parlé, donc il y a la fameuse Hamilton qui dit If you stand for nothing but what will you fall for? Comment traduire ça? Si tu n'as pas de vraie position, du coup on peut pas vraiment traduire, mais en gros, si tu n'as pas de vraie position, tu peux adhérer à n'importe quoi. Voilà, merci. Merci. Et du coup, c'est là que la musique revient après le beatbox et les frappes sur la table, et qu'on se dit mais qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qui va se passer? Et non seulement on se dit qu'est-ce qui va se passer, mais les personnages le disent. Oui. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de... Bon là on est dans le début de My Shot, mais on peut considérer que c'est toujours la fin de Aaron Burr, où on dirait un peu le cœur d'une tragédie grecque qui dit attention, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Deuxième référence au final, hein. Et non mais avec ça et Here Comes the General aussi qui me fait très penser un peu à ça. Et pourtant c'est très rap, hein, le Here Comes the General, il n'y a pas plus rap que ça quoi. D'ailleurs je pense que c'est cette chanson sur Washington qui m'a vraiment, la première fois que j'ai écouté, qui m'a vraiment mis dedans, je pense. Où j'ai vraiment commencé à aimer le mélange de hip-hop et je me suis dit là il y a un truc là. Ouais. Parce que ça marche. Et j'aime bien le côté ils sont tous en train de, en gros ils rappent sur la révolution, et quand c'est autour de Burr en gros il rappe pas vraiment lui. Ouais. C'est genre plus il leur parle en fait. Voilà. Et donc ça ouvre une porte à Hamilton pour qu'il puisse ramener sa grande gueule en gros et mettre un pied dans la porte et dire le truc le plus vrai en plus, c'est vrai. Ouais voilà, il y a Alex qui se moque de moi parce que j'allais dire un truc et j'ai été à moitié interrompue. L'appel d'air était extraordinaire. Avec un doigt en l'air. Et c'est pas grave. En fait ce que je voulais dire c'est que ce qu'il lui dit If you stand for nothing but what are you fall for, en fait ça vient d'une vraie phrase qu'Alexander Hamilton aurait dit, mais qui est pas vraiment, on n'est pas sûr. Disons que oui, j'ai vu cette référence. Il aurait dit une chose à peu près pareille, mais plus tard dans sa vie. Là, alors, c'est une première version, justement, je crois. Attends, qu'il aurait pu dire. En fait, non, ça a été dit par un autre Hamilton, au XXe siècle. Alex Hamilton.
Voilà, mais pas Alexander Hamilton, c'était un autre. Celui qui fait de la Formule 1, d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Voilà. Mais qui a dit ça. Et du coup, tout le monde l'attribue à Alexander Hamilton. Mais voilà, Lin-Manuel Miranda a trouvé que c'était intéressant de mettre ça quand même dedans. Et on va pas se mentir, c'est vrai que c'est C'est une intéressant. très bonne phrase. Ça va pour Et quelle c'est une des noble phrases qui cause. revient le plus avec les phrases de Washington aussi. Washington a tendance à dire something is easy, something is harder. C'est toujours le truc qu'il dit. Ouais. Bah ça c'est la phrase d'Hamilton, quoi. C'est l'équivalent, son leitmotiv, quoi. Ouais, c'est vrai. Mhm. C'est vrai. Et ben voilà, et ben on vous retrouve dans un prochain épisode pour My Shot alors. Oui. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, bien sûr. Oui, alors moi c'est le French accent. @Alex Arbam. Et moi c'est @_ Detox Storytox. Vous ne nous trouverez jamais. Mais de toute façon il y aura le compte Amsplaining aussi. Suivez-nous. Suivez-nous. Bisous. Ciao. Salut.